Ce soir à l'émission, le Comité d'aide alimentaire des Patriotes en difficulté financière, des coupures de services à prévoir. Nos services sont en péril. Changement climatique, Maire au front exige des actions concrètes. Pour construire cette suite du monde-là, on doit être là. Et le on, c'est toutes ces organisations-là. En entrevue, je reçois Chantal Maillet de la CSN Laurentide qui nous parle de la croissance du privé dans le réseau de la santé. Il y a au moins une cinquantaine d'omnipraticiens qui sont désengagés ou qui participent pas au régime d'assurance maladie du Québec. D'accord. Je m'entretiens également avec Pooja Kami, récipiendaire d'une bourse de la Fondation pour l'alphabétisation. J'ai pas lâché, je venais chaque jour, même si c'était difficile. Enfin, Michel Goyer se joint à l'équipe à titre de chroniqueur politique. Les élections fédérales, dans les règles du jeu, c'est au plus tard, le 20 octobre 2025. Les élections municipales sont à la même période, 2 novembre 2025. Bienvenue à Accès local. Mardi 1er octobre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, le Comité d'aide alimentaire des Patriotes, qui est un organisme très important dans la MRC de Deux-Montagnes, éprouve des difficultés financières. Il y a eu un point de presse qui a été donné à ce sujet-là. Oui, Claude, en d'autres mots, là, c'était vraiment un appel à l'aide auquel on a assisté hier matin. Le CAP supporte 14 organismes de distribution alimentaire qui desservent collectivement 1647 personnes à chaque semaine, dont 534 enfants. Ce que le CAP craint, c'est un bris de certains de ses services dans les prochaines semaines par manque de financement. Et comment ça s'explique? Eh bien, Claude, on l'entend un peu partout. La demande d'aide alimentaire est en croissance un peu partout. On disait il y a quelque temps que le visage de la faim est en train de changer. Bien, c'est fait. Là, maintenant, il a changé. Et surtout, maintenant, il s'élargit, en fait. Donc, de plus en plus de familles ont recours à ces services d'aide alimentaire, des personnes aînées aussi et des personnes issues de l'immigration. Les installations du CAP ne sont tout simplement pas adaptées à cette nouvelle demande qui implique notamment le stockage d'une plus grande quantité de nourriture. Oui, et Clara, on va même jusqu'à dire qu'il y a des services qui pourraient être coupés là, si on ne trouve pas de financement. Oui, tout à fait. Donc, depuis un an, maintenant, l'organisme propose le service de la cantine pour tous, un service de livraison à domicile de repas à prix réduit. Il était aussi prévu que l'an prochain, le CAP puisse fournir des repas chauds directement dans les écoles de la région, mais pour ça, il faut des cuisines mieux équipées. On écoute à ce sujet Nadia Leclerc, qui est directrice générale du Comité d'aide alimentaire des Patriotes. Ce que nous, on ne pouvait pas faire pour l'instant parce qu'on était équipés juste pour le froid, le congelé. Donc, c'est pour ça qu'on avait commencé avec la cantine à domicile. L'objectif, c'était en septembre 2025 de commencer à nourrir les écoles. Puis malheureusement, j'ai déposé un projet avec plusieurs bailleurs de fonds pour aller chercher ce qui nous manquait. Puis, on a 2 bailleurs de fonds qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc, on n'a pas l'argent suffisant pour aménager nos cuisines qui sont présentement 2 cuisines de type résidentiel qu'on voudrait transformer en cuisine de type commercial. Et ce n'est pas seulement ce service qui est en jeu si ce projet tombe à l'eau. Le CAP n'est pas subventionné à la mission, ce qui signifie qu'il ne reçoit pas de financement gouvernemental pour son fonctionnement de tous les jours. Donc, la cantine pour tous, qui propose une grille tarifaire adaptée au budget du client, permet une certaine entrée d'argent pour le CAP. À la conférence de presse d'hier, les intervenantes parlaient d'une véritable catastrophe si un bris de service du CAP devait survenir et de l'effondrement même de la chaîne alimentaire locale. Madame Leclerc faisait donc un appel à tous hier pour aider son organisme dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, on s'adresse aux élus, on s'adresse aux milieux politiques, on s'adresse aux députés, aux bailleurs de fonds, aux philanthropes, à la population pour aviser les gens que nos services sont en péril. Le CAP est notamment partenaire de Moisson Laurentide pour qui le comité livre des denrées aux organismes sur le territoire. Annie Bélanger, qui est directrice générale de Moisson Laurentide, avait quelques mots à dire à ce sujet. Son travail est essentiel et on est de tout cœur à soutenir l'organisme pour, avec eux, trouver des solutions, s'assurer qu'ils aient un local adapté. Bien, justement, Clara, Moisson Laurentide organise un nouvel événement pour sensibiliser la population à l'insécurité alimentaire.
Oui, Claude, ça a été annoncé jeudi dernier. Cet événement, c'est le Grand Bedon qui aura lieu le 14 juin 2025, qui se trouve à être la journée mondiale contre la faim. Au programme, on prévoit des kiosques d'alimentation, de bien-être, de santé et des animations, des jeux gonflables aussi et des ateliers interactifs pour toute la famille. L'objectif, c'est vraiment de faire de cet événement une journée festive et conviviale. Le clou du spectacle, ce sera la course sans fin, une compétition de paniers d'épicerie, donc plutôt intriguant à suivre. C'est donc une première édition de l'événement pour Moisson-Laurentide. Oui, Claude, et selon l'organisation, c'est même une première dans le monde des banques alimentaires. Je le rappelle, Moisson-Laurentide permet à plus de 20 000 personnes par mois de se coucher le ventre plein, donc 40 % sont des enfants. Mais avec les besoins qui sont grandissants, comme on le disait, la Banque alimentaire doit trouver de nouvelles stratégies pour aider et sensibiliser la population. On écoute à ce sujet Mme Bélanger. Les besoins sont à la hausse. On attend incessamment à l'automne les résultats du bilan fin. On sait déjà qu'il y a eu une augmentation importante. Donc, on a besoin de denrées. On a besoin d'argent aussi pour pouvoir acheter des denrées puis s'assurer d'offrir les services adéquats à toute la population des Laurentides et de la MRC Les Moulins dans la Naudière. Voilà, Claude. Donc, pour le moment, l'organisme est en stade de recherche de partenaires et d'ambassadeurs pour le Grand Bedon l'été prochain. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de changement climatique. À plus tard, Claude. La Ville de Sainte-Thérèse a procédé à l'inauguration de la rampe Paul Desjardins le vendredi 20 septembre à la Maison La Chaîne. Cette initiative, qui vient souligner le militantisme de Paul Desjardins pour les droits des personnes handicapées, permet de rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. M. Desjardins a travaillé durant plus de 30 ans au développement de services aux personnes en perte d'autonomie, à la naissance du transport adapté dans la région, en plus de contribuer à la mise en place de sports et de loisirs, ce qui a permis de donner naissance au Carrefour Accès Loisirs. La cohorte finissante en interprétation théâtrale du Collège Lionel Groulx présente L'amour est dans le blé les 4, 5 et 6 octobre au studio Charles Valois du Collège Lionel Groulx. Cette œuvre, créée et mise en scène par Alix Dufresne, s'inspire de la télé-réalité L'amour est dans le pré. 4 agriculteurs et agricultrices célibataires en quête de l'âme sœur font la connaissance de personnes candidates tout aussi attachantes que maladroites dans les paysages de la campagne wallonne. Les travailleurs et travailleuses de la santé et des services sociaux ont pris part à une opération de placardage la semaine dernière afin de dénoncer la croissance du privé dans le réseau depuis l'imposition de la réforme Dubé. J'en discute avec Chantal Maillé, qui est présidente du Conseil central des Laurentides CSN. Madame Maillé, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un mouvement, ça, qui s'étend à la grandeur du Québec. Il y a des affiches qui ont été installées un peu partout avec la mention « pas de profit sur les maladies » ou encore pour un réseau vraiment public. Ça dit ce que ça dit, mais j'aimerais quand même savoir concrètement ce que vous observez, vous, sur le terrain, qui vous permet de conclure que le système est vraiment en train de s'effriter. Bien, écoutez, ça fait quand même plusieurs années que le privé a pris sa place dans le réseau de la santé. Mais avec les années, il s'est accentué. Puis je vous dirais, avec la gouvernance de la CAQ, on le voit encore plus accentué. Alors, juste pour faire un topo dans la région des Laurentides, là, c'est quand même grand, là, les Laurentides, mais au moment où on se parle, bien, mettons, au janvier 2024, il y a au moins une cinquantaine d'omnipraticiens qui sont désengagés ou qui participent pas au régime d'assurance maladie du Québec. D'accord. Ce qui fait en sorte que ces médecins-là, soit qu'ils ont leur prix là, coûtant là, quand on les consulte là, dans leur bureau privé. Ces médecins-là, ils ont les bureaux aussi dans nos GMF. Fait qu'on voit, là, juste la dernière année, c'est 38 médecins qui se sont ajoutés là, à la liste de non-participants. La réforme prévoit, selon vous, un recours à peu près égal là, aux ressources du privé et du public. Vous ajoutez que ça provoque une dynamique de compétition entre les travailleurs et les travailleuses du réseau. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Bien, écoutez, quand on travaille dans le service public, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes conditions de travail que dans des services privés. Puis là, ce qu'on voit, c'est la compétition, c'est les gens qui sortent de l'école, c'est les gens qui vont faire certaines études, des expertises, puis ils ont des offres déjà pendant leur formation d'aller travailler dans des cliniques privées. On les recrute déjà. Les médecins, là, ils suivent leur formation et puis tout de suite, ils ont des appels du secteur privé quand ils finissent leur formation ou de faire leur stage.
ils peuvent aller travailler dans le privé à un taux horaire qui est plus satisfaisant, puis des conditions aussi de travail. Il n'y a pas juste le salaire, il y a aussi la condition, les installations aussi. Oui. Quand on est spécialiste, puis on étudie dans une spécialité, bien c'est sûr que c'est peut-être plus agréable des bureaux qui sont technologiquement actuels que dans nos installations, dans nos hôpitaux des Laurentides, où on attend du financement depuis les 30 dernières années, où on attend que les blocs opératoires soient mieux adaptés avec des nouvelles technologies. Alors, c'est plus attirant pour les nouveaux venus là, dans le secteur de la santé. Vous dénoncez le fait aussi que les services de première ligne, qui sont la porte d'entrée là, dans le réseau, sont de plus en plus donc entre les mains du privé. Oui. Quels seraient les effets pervers de ça? Bien, les effets, c'est surtout pour ceux qui ne sont pas capables de se payer des services privés. Ouais. Puis je pense preuve est constatée là, que, puis je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi, le Québec ne s'enrichit pas, la population s'appauvrit de jour en jour. Alors, la clientèle, qui est la classe les plus vulnérables, même dans la classe moyenne, avec une famille, bien, je suis pas certaine qu'avec avec le prix du secteur privé, quand on va consulter, qu'on est capable de payer 180 $ pour 10 minutes. Est-ce que tout ça pourrait avoir pour effet, par exemple, que des professionnels de la santé iraient jusqu'à orienter l'offre des services en allant vers les plus payants? Bien oui. Oui? Bien oui, c'est plus alléchant. C'est rendu que le système de la santé, c'est une business. Ce sont des entrepreneurs, ils font des affaires, ils deviennent propriétaires de leur clinique. Alors, c'est sûr qu'à quelque part, il faut qu'il y ait un profit. Tu peux pas ouvrir une clinique pour pas faire de profit. Il y a un coût à ça, là. Alors, c'est sûr que en étant un entrepreneur, il faut que tu charges tes services en conséquence. En avril dernier, la CSN a accueilli la nomination de de Geneviève Biron à la tête de l'Agence Santé Québec en disant que puisqu'elle vient du milieu des affaires, ça va teinter sa vision du réseau. C'est toujours votre impression, ça? Bien, elle a des preuves à faire. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui vient du monde des affaires puis qui a toujours travaillé dans le privé, c'est difficile pour nous de dire qu'elle a du terrain, qu'elle sait ce que les gens, les travailleuses et travailleurs vivent au jour le jour. Puis c'est dur de savoir aussi, c'est quoi vraiment les besoins de la population. Ouais. À travers le Québec, on a des besoins différents. Tu as des secteurs où ce que les gens, le vieillissement de la population est beaucoup plus présent. Alors, les besoins sont différents. Puis aussi, le transport. Quand tu résides à Tremblant, puis il faut que tu ailles te faire soigner à Saint-Jérôme, bien, la population plus vulnérable, c'est difficile quand tu n'as pas accès à ces soins-là. Puis notamment aussi la difficulté d'avoir un médecin de famille de plus en plus. Là. D'accord. Bon, l'objectif de la campagne actuelle, c'est bien sûr de faire entendre votre point de vue, mais aussi de rallier le plus grand nombre de voix possible dans la population. Je veux juste souligner en terminant que les gens peuvent vous appuyer. Ils ont qu'à aller sur le site vraimentpublic.org. Oui. Il y a un bouton « J'appuie ». Chantal Maillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides annonce le départ de Sylvain Pomerleau, qui occupait le poste de président-directeur général adjoint. La présidente-directrice générale, Julie Delaney, et son équipe de direction s'occuperont du suivi des dossiers du CIS des Laurentides. Un processus de sélection aura lieu pour remplacer M. Pomerleau. Selon la législation actuelle, le Conseil des ministres est responsable de la nomination au poste de PDG adjoint. La mairesse de la ville de Blainville, Lisa Poulain, et ses collègues du Conseil ont reçu près de 350 citoyennes et citoyens lors d'un brunch tenu le 22 septembre dernier au Centre Guy Frigon. Cet événement, tenu sous le thème « Bienvenue chez vous », se voulait une occasion de célébrer ceux et celles qui se sont installés à Blainville en 2024. En plus du repas offert par la ville, les personnes inscrites à ce brunch ont pu rencontrer le personnel de plusieurs services municipaux pour se familiariser avec le système administratif. Cette semaine, on accueille un nouveau collaborateur dans notre équipe. C'est Michel Goyer qui va nous faire une chronique politique. Bonsoir, Michel. Ça me fait plaisir. Comme. Michel, vous portez toutes sortes de chapeaux. On va retenir celui de directeur de cabinet durant 3 ans avec le ministre du Travail, qui était Mathias Rioux, au sein du gouvernement Bouchard. Vous êtes un passionné de politique. Toujours. Pour commencer, pour se mettre en appétit, parlez-nous d'élections, lancez-nous des dates.
Bien, écoute, je trouve ça important parce que dans mon entourage, tout le monde est un peu mêlé pour les dates. Donc, la première date que moi, je vais vous parler, c'est les élections américaines le 5 novembre. Ouais. Prochain. J'aurai donc une chronique à la fin octobre où j'en parlerai davantage. Les élections fédérales, dans les règles du jeu, c'est au plus tard, le 20 octobre 2025. Les élections municipales sont à la même période, 2 novembre 2025. Et les élections provinciales, c'est 5 octobre 2026. Oui. Alors, tout le monde pense que c'est dans 25, c'est dans 26, donc il reste 2 ans. Fédéral, vous dites au plus tard le lundi 20 octobre, mais tout penche pour que ça se passe bien avant. Oui. Alors, donc, plutôt que prévu, ça pourrait être avant les fêtes, après les fêtes. Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que maintenant, Trudeau a toujours été un gouvernement minoritaire depuis qu'il s'est fait élire. Cependant, il y avait une entente avec le NPD qui finalement a été déchirée, comme on dit. Et là, il gouverne de façon minoritaire. Le parti de Poilievre, le Parti conservateur, a le vent dans les voiles. Donc, il peut, quand le gouvernement lui permet, de déposer des motions de censure. Oui. Ce qu'il a fait à 2 reprises. Il en a fait une jeudi qui va être votée en principe aujourd'hui. Mais on sait que ça va être battu parce que le Bloc québécois a décidé ils ont créé un échéancier au 29 octobre. Oui, donc, oui, parce qu'il y a tout un jeu de stratégie politique. On ça parle de vote joue, de confiance, mais ça reste de la politique. Ça reste juste de la politique. Puis regardez depuis 2 semaines comment c'est fou depuis la rentrée parlementaire au fédéral. Ça s'obstine, c'est agressif. Il y a un parti qui veut y aller vraiment au pouvoir. Le NPD, avec toute la gentillesse que j'ai à cet égard-là, n'a pas les moyens financiers. Il n'a même pas 300 000 pour faire sa campagne électorale. J'ai appris ça dans mes recherches. Je ne peux pas croire un parti national qui a 300 000. Je comprends qu'ils peuvent emprunter. Donc, eux autres, ils vont être un peu fragiles aussi. Donc, est-ce qu'ils vont se coller? Dans le fond, le Parti libéral a besoin d'un parti pour rester majoritaire dans le sens de passer ses projets de loi, tout ça. Oui. Et c'est surtout ces motions de censure pour résister à ça. Bien, justement, parlant de ça, expliquez-nous, c'est quoi la dimension juridique d'une motion de censure là, qui s'applique au niveau C'est fédéral? ça. D'abord, il y a des conditions. Par exemple, là, on est en minoritaire. Donc, c'est la première condition. La deuxième, c'est la question de confiance. Là, le Parti conservateur, ce qu'il énonce, c'est qu'il n'y a plus la confiance des Canadiens. Donc, il arrive avec des motions de censure. On en a vu déjà 2 qui ont été déposées. Alors, c'est tout cet aspect-là. Il y a aussi le fait qu'il y a besoin, et je sens qu'il ne l'a pas fait encore, mais d'alliances stratégiques. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait l'appui du Bloc québécois et du NPD. Oui. Donc, il y a une méchante job. Tandis que si le Parti libéral, pour rester au pouvoir, a juste besoin d'un parti politique, que ce soit le NPD ou le Bloc, pour être maintenu au pouvoir le plus longtemps possible. Donc, il pourrait, à la limite, se rendre à l'échéancier, mais on verra. OK. Bon, là, il y a 2 motions de censure qui ont été présentées par le Parti conservateur. Oui. Il pourrait y en avoir d'autres, là. Il peut en avoir d'autres, effectivement. Le PC, le Parti conservateur en a fait une jeudi. Eux en ont plus que les autres partis. Je sais que le Bloc québécois, d'ici Noël, en ont une. On parlait au début d'octobre. Là, on entend moins ça. L'NPD aussi en a. Je ne peux pas savoir le nombre exact, mais ils ont d'autres possibilités. Donc, le gouvernement, toutes les semaines, il risque d'avoir des motions de censure. Ouais. Tant et aussi longtemps que... Mais lui, il faut qu'il continue à faire ses alliances avec un des 2 partis. Puis il y a l'assurance du Bloc québécois jusqu'au 31 octobre. Et sinon, il reste 29 une octobre. issue probable, qui est la prorogation. Là. Oui. Là, il y a des petites rumeurs, parce que pour avoir vécu à Québec pendant plusieurs années, là, vous m'avez parlé de chef de cabinet. J'étais aussi chef de cabinet adjoint pour le ministre de l'Environnement à l'époque, M. Clich. La vie parlementaire, que ce soit à Québec, à Ottawa, est remplie de rumeurs. Donc là, la rumeur persistante et non assez fondée. Chantal Hébert, c'est pas une 2 de pique, qui est chroniqueur au Toronto Star et à l'actualité, qui mentionne depuis quelques jours cette possibilité-là. Alors, c'est une carte que probablement Trudeau a dans son jeu, je ne sais pas. Ça appartient au premier ministre. Hein? Tout à fait. Stephen Harper l'a déjà utilisé. Là. Il l'a utilisé, lui, Stephen Harper, en 2013, et Trudeau l'a déjà utilisé en 2020. Alors, il n'y a pas de... tout est possible. Et s'ils réussissent, en tout cas, si Trudeau saisit l'occasion de faire une prorogation, ce que ça a comme impact, c'est que tous les travaux parlementaires sont arrêtés. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de projet de loi qui bouge jusqu'à temps qu'ils décident de reporter à une autre session, qui peut être l'hiver 2025.
Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de travaux parlementaires à Ottawa. Mais en tout cas, chose certaine, Michel, Oui. notre confiance vous est acquise. Ouais. On se revoit donc le 29 octobre. Parfait. Peut-être que le gouvernement sera sur le point d'être renversé, mais on va parler aussi d'élections américaines parce qu'on Surtout. va être à une semaine. C'est ça. Et même, pour terminer, je dirais, ça se peut qu'on soit déjà la Chambre prorogée d'ici maintenant. Oui, ça se pourrait. Pour défaire toute la stratégie du Bloc. Michel Goyer, merci beaucoup. Merci encore, c'est bien apprécié. C'était la Journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre dernier. Et pour la 13e fois, la Fondation pour l'alphabétisation remettait ses bourses Retour Réussite, un geste qui vient souligner l'accomplissement d'adultes qui ont choisi de poursuivre ou de reprendre leur parcours scolaire. Parmi les récipiendaires, on retrouve une résidente de Saint-Jérôme, Pooja Camille, qui a réussi le programme de francisation. Enfin, c'est un plaisir de l'accueillir. Madame Camille, bonsoir. Bonsoir. Ben, d'abord, félicitations pour ce prix, cette bourse que vous avez remportée. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça, d'avoir remporté cette bourse? Ben, ça me représente comme que je suis capable de faire quelque chose dans ma vie, puis genre, je suis capable de montrer à des gens qu'ils m'ont dit que j'étais pas capable de faire rien dans ma vie. Genre, que je suis capable aussi de faire quelque chose dans la vie. Voilà. Présentez-vous un peu. Quel est votre pays d'origine? Ben, je viens de Népal. Je suis Oui. népalaise, puis j'ai 19 ans. Je m'appelle Pooja Camille, puis Et quelle est votre langue maternelle, Pooja? c'est népalais. C'est le népalais, d'accord. Et vous êtes arrivé au Québec depuis quand? Ben, quand j'avais 8 ans. Mhm. Puis, ouais, quand j'avais 8 ans, puis c'est ça. Quand vous êtes arrivé ici, là, vous vous êtes retrouvé devant un obstacle majeur, le français. Hein? C'est une langue qui vous a donné beaucoup de difficultés, à tel point que vous avez même abandonné vos études secondaires à un moment donné. Dites-moi à quel point c'est difficile d'apprendre le français. Ben, c'est trop dur, puis ben, genre, quand je suis arrivée à 8 ans, fait que c'était pas été, ben, j'ai avancé quand même, mais Ouais. sauf que, genre, ma professeure, quand de secondaire, elle m'a mis dans une école comme, qu'on étudiait pas, puis elle m'a mis dans une école comme que, c'était pas comme, il y avait pas d'études, fait qu'à cause de ça, genre, je lâchais l'école parce que moi, je voulais étudier, Ouais. puis être quelque chose dans la vie. Puis, là-bas, c'était comme tout le temps travail, puis des choses comme ça. Fait que j'ai lâché 1 an, puis tout le problème était venu dans ma vie. Puis après ça, j'ai recommencé cégep parce que ça me stressait, puis j'avais l'anxiété, puis Ouais. c'était dur aussi, cégep aussi, c'était dur, mais genre, mes profs étaient toujours là, ils m'encourageaient, puis je disais tout le temps, je suis pas capable, puis j'ai pas lâché, je venais chaque jour aussi, même si c'était difficile, puis Vous avez rencontré à un moment donné une enseignante qui s'appelle Julie Saint-Germain. Dites-moi qu'est-ce qu'elle représente pour vous, comment elle vous a aidé? ben, elle était toujours là pour moi quand c'était difficile, genre, elle me donnait des trucs, genre, elle me disait, genre, une prof de franciation, elle a même dit de devenir une prof de franciation pour que me donner des trucs dans le français, puis parce que j'avais tout oublié parler aussi français, Oui. puis ils m'ont aidé beaucoup là-dedans, puis ouais, c'est ça. Bon, maintenant, bon, vous avez fait d'énormes progrès en français. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant avec ça? Est-ce que vous poursuivez d'autres études? Ben, je suis au pilier présentement, genre, formation d'adulte, puis je voulais comme poursuivre mon rêve d'être infirmière, puis même si c'est difficile, genre, je sais que je vais réussir. Oui, bon, puis on en a besoin des infirmières, vous le savez comme moi. Est-ce que maintenant que vous maîtrisez mieux le français, je vous pose la question un peu naïvement, est-ce que vous avez envie de découvrir davantage la culture québécoise par les livres, par les chansons, par exemple? Ben, moi, je suis comme un peu plus, j'aime ça beaucoup, la culture québécoise, parce Ouais. que je suis venue à 8 ans, puis à cause de ça, je suis plus
Je suis népalaise, mais j'aime ça, la culture québécoise, puis je suis plus québécoise. D'accord. Écoutez, en terminant, je rappelle que les bourses de la Fondation pour l'alphabétisation s'accompagnaient d'une bourse de 1 500 $. Je vous dis bravo encore et je dis aux gens qui voudraient en savoir davantage sur les services offerts par l'organisme, ils ont qu'à aller sur le site web. Ils peuvent même faire un don. Pooja Kami, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On est de retour avec Clara Matéjonet. Vendredi dernier, il y a des citoyennes qui ont manifesté, ça se passait à Saint-Jérôme, pour exiger du gouvernement Legault des actions concrètes en matière de changement, de la lutte au changement climatique. Oui, Claude, ça se déroulait à Saint-Jérôme, entre autres, mais c'était un événement qui était provincial, un mouvement provincial. Des milliers de personnes à travers le Québec sont réunies le 27 septembre dernier pour exprimer leur mécontentement face aux décisions politiques du gouvernement provincial en ce qui a trait à la protection de l'environnement. À Saint-Jérôme, c'est l'organisme écoféministe Mères au front qui organisait la marche. Dans le reportage que je vous présente ce soir, c'est Hélène Sylvain, coordonnatrice de Mères au front Saint-Jérôme, qui nous fait part de ses réflexions sur l'événement de vendredi dernier. Alors, on est à la vieille gare de Saint-Jérôme et on est ici pour une grande manifestation pour la suite du monde. Il y a 17 autres villes du Québec qui participent à cette grande manifestation aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'on revendique une discussion démocratique, laquelle demande avait déjà été faite en mai dernier et on n'a reçu aucune réponse. Donc, on est ici pour insister auprès du gouvernement en disant on veut faire partie de la discussion démocratique face à la transition écologique et sociale. Il gouverne tout seul et nous, on veut être interpellés là-dessus. Et quand je dis nous, je parle de 50 organisations 50 secteurs issus de la société civile. Les secteurs tels que les organisations syndicales, communautaires, les organisations de santé. Il y en a plein et on en a ici aussi qui sont représentés, les associations au niveau de l'environnement. Alors donc, on espère avoir beaucoup de personnes pour pouvoir entamer la manifestation tout à l'heure. On doit se sentir concerné par la suite du monde qui est très, je dirais vraiment, qui nous apparaît pas rose en tout cas. Face à tout ce qui se passe, les crises, la crise climatique, la crise sociale, on le voit là, il y a plein de symptômes de ces crises-là, par les feux, les inondations, etc., les océans où on a plus de plastique que de poissons, etc. Alors la suite du monde, c'est que c'est tellement une grosse catastrophe tout ça qu'on se demande où elle est cette suite du monde. Et comme les gouvernements pilotent tout seuls, mais là, on va se concentrer sur le gouvernement provincial, pilote tout seul, nous, on revendique le fait de dire, pour construire cette suite du monde-là, on doit être là. Et le on, c'est toutes ces organisations-là. Et plus de 50 organisations, et ça veut dire plus de 2 millions de personnes qui se sentent concernées par ça. Alors, le gouvernement Legault ne peut pas piloter ça tout seul, la suite du monde. Il pense qu'avec l'économie seule, peut régler le problème. On s'en va en austérité, là, probablement. Alors, on a vraiment un problème. Alors, nous, on dit, on veut être là. Les Mères au front, on vient de créer notre groupe local, les Mères au front de Saint-Jérôme. Ça fait à peine 1 an. On a fait le jour de la Terre ici à Saint-Jérôme. On a adopté les berges de la petite rivière Saint-Antoine pour pouvoir la protéger, la nettoyer et tout ça. Et aujourd'hui, bien, c'est nous qui pilotons la grande manifestation pour la suite du monde. Donc, on est tout jeune, on commence. Alors, on s'attend d'avoir une belle réponse. Là. C'est un beau mouvement, les Mères au front, là, qui travaillent justement pour faire en sorte qu'il y ait un avenir pour les enfants et les petits-enfants. Très intéressant. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Tout de suite après la pause, c'est Montre-moi tes Laurentides. Cette semaine, vous pourrez voir les courts-métrages de Louis, Clara et Marie-Jeanne. Bonne écoute.